Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons débuter ce conseil municipal par l'appel. Donc, Eddy Le Courrieux, présent. Jean-Jacques Afchin, absent, donne procuration à Eddy Le Courrieux. Rusmaini San Mohamed, Maurice Pelage, donne procuration à Rusmaini San Mohamed. Elisabeth Rivière, Olivier Berthelot, Sabrina Ouédé, Michel Baudry, Valérie Bolo, Lionel Pangaloua, Élodie Ferrali, Marguerite Filemo-Aou donne procuration à Olivier Berthelot, Madame Chantal Courton, Paul Aoussou donne procuration à Michel Baudry, Nadine Jalabert, Femia Motoui donne procuration à Sabrina Ouédé, Pierre-Louis Alguérès donne procuration à Lionel Pangaloua, Sandrine Vantard-Tassipane, Marie-Thérèse Tu, Vaya Froger donne procuration à Sandrine Vantard-Tassipane, Lolesio Mawaka donne procuration à Raphaël Tofili, Georges Tarayaou, il arrivera plus tard, donc absent, Raphaël Tofili, Mathieu Goyon, Karl Nguela, voilà. Catherine Griveauboc donne procuration à Mathieu Goyon, Yvi Poya, Laure Moreau, Nina Julier, Michael Lelon, Frédéric Parent, Jean-Iréné Boineau, Romuald Pidgeot, Emiliana Toutiquian Blandel, j'ai pas la procuration là. Non. Absent, ok. Pételo Sao, absent. Il arrive. Merci. Le secrétaire de séance sera M. Pidgeot Romuald. Je vous donne déjà la date du prochain conseil municipal pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc c'est le jeudi 14 décembre 2023. Donc avant de commencer notre séance, je vais demander à notre nouveau directeur des finances et de l'informatique, M. Dorian Boewami, de se présenter. Dorian, s'il vous plaît. Bonjour, enchanté de faire la connaissance de ceux que je ne connais pas. Alors, je m'appelle Dorian Boewami, j'ai 34 ans. Pour vous faire un rapide descriptif de mon parcours, j'ai débuté ici à la mairie du Mont-d'Or il y a quelques années en tant que stagiaire dans le cadre de ma 3e année de licence économie et gestion. J'ai travaillé à peu près 2 ans en tant que gestionnaire comptable et financier. J'ai poursuivi ensuite mes études et obtenu un master en audit et contrôle interne à Montpellier, où j'ai pu également travailler en tant qu'auditeur interne à la mairie de Nîmes. Et je suis revenu en fait en Nouvelle-Calédonie, où j'ai à la mairie du Mont-d'Or, encore une fois, en tant que gestionnaire comptable et financier, en charge des recettes, et j'ai poursuivi mon parcours à la province Nord sur un poste de chargé d'études en analyse financière, et j'ai la chance et l'honneur de revenir encore une fois à la mairie du Mont-d'Or pour être directeur financier de l'informatique. Donc voilà, merci. Merci Dorian, bienvenue. Et tu commences par le budget dans quelques semaines. Je crois que vous avez déjà commencé, donc bon courage. Il faut juste nous trouver des sous. Voilà, merci. Le nerf de la guerre. Donc le premier point concerne l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2023. Si des observations? Pas d'observations. Donc, ce procès-verbal est approuvé. On va parler de la transmission du compte-rendu annuel de la collectivité sur la concession d'aménagement du centre-ville. À ce titre, je voudrais saluer le directeur de la CECAL. Madame San Mohamed, s'il vous plaît.
Donc, la présentation a été présentée par M. Archambault, le directeur général de la CECAL, à la commission des finances qui s'est réunie le 18 octobre 2023. Les débats. Concernant le complexe commercial Boulari Shop, dont l'une des deux surfaces est destinée à l'enseigne Corail, Mme Julier a demandé si les salariés du Corail du Pont des Français seront transférés à Boulari. M. Afchin a répondu que le promoteur avait informé la ville que ce serait bien des créations d'emplois et rappelle qu'un autre centre commercial du même groupe est également en construction en Normandie. Mme Julie a souhaité connaître la superficie totale des terrains qui ont été cédés à la CECAL par la ville. Elle demande également à combien ces terrains auraient été valorisés si la ville les avait vendus. M. Levanguet a répondu ne pas détenir cette information, mais que la superficie totale sera communiquée ultérieurement. Considérant que 380 logements seront créés, Mme Julie a souhaité savoir si la voirie est dimensionnée pour la circulation ou si des aménagements sont prévus au carrefour de la mairie, comme le rond-point du Corail du Pont des Français. M. Martinez a répondu qu'il n'est pas prévu d'autres aménagements que les feux tricolores existants. Mme Julie a demandé si la circulation sera tout de même fluide car la durée des feux est courte. M. Martinez a répondu qu'ils peuvent justement être réglés en fonction des flux de circulation. M. Archambault a ajouté que sur la base des études de flux réalisées, il n'existe pas de problématique liée à la circulation. Au sujet du chemin de littoral, Mme Julie a indiqué qu'il avait été annoncé lors d'un conseil municipal qu'il serait réalisé en 2026. Les études ayant été faites cette année, elle a demandé si le planning a été revu pour réaliser cet aménagement avant. M. Afchin a répondu que ce sujet sera notamment abordé lors de la prochaine réunion avec la CECAL et que les élus seront bien entendu informés. M. Archambault a ajouté que si des possibilités de financement apparaissent avant, la programmation pourra être vue. Mme Julie a souhaité connaître le montant de la participation de la ville depuis le début de la concession. M. Archambault a répondu qu'à ce jour, il est de 526 millions de francs. À terme, il s'élèvera à 745 millions de francs. Mme Julie a demandé confirmation que la ville aura versé 745 millions de francs, en plus des terrains qu'elle aura cédés à la CECAL pour un projet de 3 milliards, dont 1,2 milliard d'équipements publics. M. Archambault a répondu par l'affirmative. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération. Dans son article 1er, il est acté que le compte-rendu annuel à la collectivité de la Société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie, CECAL, sur la concession d'aménagement du centre-ville du Mont-d'Or, si annexé, a été transmis aux membres du conseil municipal. L'article 2, c'est l'article usuel de recours. Article 3, l'article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui est contre? Donc il faut, quand je demande s'il y a des interventions, il faut intervenir, hein, madame. Vous avez la parole. Je suis désolée, monsieur le maire, en fait, je n'avais pas d'intervention, mais j'ai une explication de vote par contre. Nous avons parcouru le rapport et nous avions demandé à avoir l'estimation de la surface des terrains cédés par la ville. Et finalement, dans le rapport, il y a un chiffre qui est communiqué de 1,260 milliard. C'est le montant des terrains qui ont été vendus jusqu'à présent par la CECAL. Et puis, il y a un autre chiffre de 480 millions, c'est la valorisation des 2 terrains qui restent à vendre. Donc, la mairie, enfin en tout cas les terrains de la commune, vont rapporter l'équivalent d'1,7 milliard. À ces 1,7 milliard, il faut rajouter les 745 millions de subventions que la commune a données à la CECAL. Donc, au total, la mairie aura investi 2,5 milliards dans ce projet, alors que finalement, les investissements publics au profit de la commune ne sont que de 1,1 milliard. Donc, c'est en fait 1,5 milliard qui ont disparu du montage financier. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué avec vous. Nous, on souhaitait voir un port plaisance, hein, puisque c'est ce qui avait été annoncé au Mont-d'Orien. Finalement, on a par port plaisance, et puis en plus, on a perdu quasiment 1,5 milliard dans cette opération. Donc, pour cette raison, nous nous abstiendrons sur le rapport de la CECAL. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions Non, pas d'autres interventions. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Madame San Mohamed, le point numéro 2,
Concernant la des décisions modificatives numéro 3 du budget principal et la décision modificative numéro 1 du budget annexe assainissement 2023. Alors, au budget principal, les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement augmentent de 10 183 293 francs. Donc, le détail des ajustements est expliqué par Monsieur le directeur lors de la commission. Et en recettes d'investissement et en dépenses d'investissement, donc une diminution de 28 778 611 francs pour le budget principal. Donc, une fois ces nouveaux mouvements intégrés, le budget principal s'établit à la somme de 5 312 645 045 francs, avec en section de fonctionnement plus 10 183 293 francs et en section de fonctionnement moins 28 778 611 francs. Sur le budget annexe assainissement, en dépenses d'investissement, donc on rajoute 1 million de francs. Et donc, le budget annexe s'établit à la somme de 240 138 553 francs. Les débats lors de la commission des finances du 18 octobre sur le budget principal. Au chapitre 011, concernant les charges à caractère général, M. Berthelot a demandé s'il y a eu une consommation d'électricité supérieure à la normale. M. Cartigéné a répondu par la négative. Il s'agit d'une régularisation car il y a eu un besoin de crédit sur notre dépense, notamment le contrat avec le gestionnaire du marché, la société Au Beau Marché, qui a nécessité un transfert de crédit depuis ce chapitre. En opération individualisée, concernant les aléas météorologiques et climatiques, Mme Julie a souhaité connaître la raison de la diminution du budget, moins 28 millions de francs environ. M. Martinez a répondu qu'il s'agit d'un report de l'opération de confortement de l'ouvrage du Crec-Mamier. En effet, la ville n'a pu réaliser que les travaux d'urgence pour consolider les parois du canal. Elle attend le financement des travaux par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, propriétaire de l'ouvrage. Le projet de délibération sur le budget principal a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Et sur le budget annexe assainissement, il n'y a pas eu de remarques. Et le projet de délibération a également reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Y a-t-il des explications de vote? Pas de... Allez-y, Madame Julier. Oui, sur le budget principal, Monsieur le maire, vous vous étiez engagé, il y a 2 conseils municipaux de cela, à proposer, lors de la prochaine modification budgétaire, un financement pour aider les acteurs économiques de la zone industrielle de la Coulée à mettre un panneau d'affichage au niveau du rond-point. Donc nous constatons que, encore une fois, dans cette modification budgétaire, alors que vous vous y étiez engagé, vous ne proposez pas ce financement, donc nous allons voter contre. Et nous voterons favorablement pour l'assainissement. D'accord. Donc je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Oui. Attendez, je vais la lire quand même. Excusez-moi. Ça va tellement vite aujourd'hui que je suis tellement content que... Donc, dans son article 1er, les crédits budgétaires détaillés en annexe et votés par chapitre sont inscrits au budget principal 2023. Dans son article 2 est autorisée l'augmentation de 530 000 francs des subventions d'exploitation, chapitre 657, subventions d'exploitation. L'article 3 est autorisé la transformation des postes listés ci-dessous, un poste d'adjoint au chef de service de catégorie B relevant de la filière administrative, en poste d'adjoint au chef de service de catégorie A au service d'affaires générales, un poste de chef de service de catégorie B relevant de la filière administrative, en poste de chef de service de catégorie A au service administratif de la direction des services techniques et de proximité, un poste d'adjoint socio-éducatif de catégorie C relevant de la filière culture, jeunesse et sport, en poste de moniteur socio-éducatif de catégorie B au service jeunesse et sport de la direction des services d'animation et de prévention, un poste d'adjoint au chef de service de catégorie C relevant de la filière administrative, en poste d'adjoint au chef de service de catégorie B à la direction administrative. Et enfin, un poste de gestionnaire des ressources humaines de catégorie C relevant de la filière administrative en poste de gestionnaire des ressources humaines de catégorie B au service des ressources humaines de la direction administrative. Article 4, article de recours, article 5, article d'exécution. Je mets donc cette délibération au vote. Qui est contre? Voilà.
Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Je vous lis la deuxième délibération qui concerne la DM1 du budget annexe assainissement de l'exercice 2023. Dans son article 1er, les crédits budgétaires détaillés en annexe et votés par chapitre sont inscrits au budget annexe assainissement 2023. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Point numéro 3, nous parlons de la décision modificative numéro 3 du budget principal. Non, attendez, c'est ce qu'on vient de faire, pardon. Les autorisations de programme et d'engagement du budget annexe ordures ménagères et DM3 du budget principal, la décision modificative numéro 1 du budget annexe assainissement. S'il vous plaît, madame. Oui, alors pour le budget principal et budget annexe assainissement, donc les APCP découlent de l'ADM que nous venons d'adopter. Par contre, le budget annexe ordures ménagères, il s'agit d'une commande à bac à ordures qui doit être effectuée pour compléter le stock. Les observations à la Commission des finances qui s'est réunie le 18 octobre dernier. Sur le budget annexe ordures ménagères, Mme Julie a souhaité savoir pour quelle raison cette AP est créée. M. Martinez a répondu que c'est pour pouvoir lancer la commande des bacs dès maintenant pour une réception prévue en début d'année prochaine. Cette opération a pour avantage de ne pas attendre le vote du budget en mars 2024. Mme Julie a demandé s'il est légal de créer une AP alors que des crédits de paiement de 3 678 796 francs ont déjà été dépensés cette année. A demandé également si ce ne serait pas mieux d'inscrire les crédits par une DM. Monsieur Levanquet a répondu que ce n'est pas illégal de créer une AP et d'y rattacher les crédits qui existent déjà au budget. Monsieur Cartigénie ajoute qu'à chaque création d'AP, les crédits de l'exercice y sont rattachés. De plus, il n'est pas nécessaire de passer par une DM puisque les crédits ont déjà été inscrits. Madame Julier ne comprend pas pourquoi la ville n'inscrit pas les crédits dans une décision modificative plutôt qu'une AP. Monsieur Levanquet a répondu que ce ne serait pas utile de les inscrire sur le budget de cette année alors que les bacs n'arrivent qu'en 2024. L'urgence est de commander les bacs, mais ils seront réglés qu'à la réception. C'est pour la commande en 2023 qu'il est nécessaire d'avoir une AP afin d'engagement comptablement. M. Catigini ajoute que c'est un principe comptable. L'engagement comptable doit précéder l'engagement juridique. Mme Julier ne voit pas l'intérêt d'inscrire des crédits qui ont déjà été dépensés dans une autorisation de programme. Mme Julier demande s'il est prévu de pucer les nouveaux bacs. M. Martinez a répondu par l'affirmative. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la Commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mondor s'est abstenu de donner son avis. Sur le budget annexe principal ainsi que le budget annexe assainissement, il n'y a pas eu de remarques et les projets de délibération ont reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Ah, oui, M. Sao. Oui, merci, Monsieur le maire. Ça fait 3 fois que je relis ce rapport de présentation et je ne comprends toujours pas la démarche, en fait. Donc, je voulais savoir, comme l'a soulevé Madame Julier, s'il y avait des explications d'une autre façon, plus simple à expliquer, mais je ne comprends pas pourquoi on engage sur les autorisations de programme des dépenses qui auraient normalement être dans du prévisible si on fait des budgets chaque année. Monsieur le secrétaire général adjoint. En 2023, nous n'aurons rien à payer sur la commande de bacs à ordures ménagères que nous allons faire. Donc, il nous faut cependant faire cette commande. Pour faire une commande, l'exécutif doit y être autorisé, au moins avec l'ouverture des crédits, par l'Assemblée délibérante. C'est donc ce qu'on fait en ouvrant une autorisation de programme crédit de paiement. L'autorisation de programme, elle est ouverte pour le montant de la commande de bacs, qui n'arriveront qu'en 2024, et les crédits de paiement sont positionnés sur 2024 parce que c'est à ce moment-là que nous allons les payer, ces bacs. Voilà. Il serait, à contrario, illégal de positionner des crédits en 2023 pour une dépense faite en 2024. Voilà. Ce serait contraire, alors illégal, contraire au principe d'annualité. Voilà la démarche, voilà ce qui explique notre
notre ouverture d'autorisation de programme crédit de paiement. C'est bon pour vous, monsieur Sao? D'accord. Je vais vous lire la délib et après je demanderai les explications de vote. S'il n'y a pas d'autres interventions. Approuvant les autorisations de programme de la décision modificative numéro 3 du budget principal de l'exercice 2023. Dans l'article 1er, sont approuvées les modifications des autorisations de programme listées ci-dessous, dont les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération. Vous retrouvez le projet socioculturel de Saint-Louis, les équipements tous services, aménagement conseil de quartier, revêtement routier et l'aménagement bâtiments communaux, matériel de transport et les aléas météorologiques et climatiques. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? S'abstient, M. Sao. Avis favorable du Conseil. Je vous lis la deuxième délibération approuvant les autorisations de programme de la décision modificative numéro 1 du budget annexe assainissement de l'exercice 2023. Donc, dans l'article 1er, ces autorisations de programme sont approuvées. Elles sont listées ci-dessous avec les fiches individuelles annexées. Donc, vous avez l'assainissement divers secteurs, assainissement rue Miki-Miki. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Et la troisième délibération qui approuve les autorisations de programme du budget annexe ordures ménagères. Cette fois-ci, toujours pour l'exercice 2023, est approuvée à l'article 1 la création de l'autorisation de programme ci-dessous dans la fiche individuelle est annexée à la présente délibération, concerne l'optimisation de la gestion des déchets. L'article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Madame Hassan Mohamed, le point numéro 5 concerne l'approbation des rapports écrits relatifs aux sociétés d'économie mixte. Donc, comme chaque année, donc, le rapport nous est soumis. Et donc, la présentation a été faite par Monsieur le directeur Boyoami sur les faits marquants des 4 SEM. Et lors de cette commission, sur les observations, il n'y a pas eu d'observation particulière. Donc pour la SEM Environnement, il prévient de préciser que Mme Judier, qui est représentante de la ville au sein de l'UCA, s'est retirée, n'a pas pris part à l'avis de la commission. Et le projet de délibération concernant le rapport de la SEM Environnement donc, a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Pour la CECAL ainsi que la SEM Aglo, donc il convient de préciser que Mme Salma Amat, représentante de la ville au sein de ces deux ECA, s'est retirée et n'a pas pris part à l'avis de la commission. Les deux projets de délibération sur le rapport ont reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Sur la SEM de Tina, M. Hachin également s'est retiré et le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Je vous lis les 4 délibérations. S'il n'y a pas d'observation concernant l'approbation du rapport écrit relatif à la société d'anonyme d'économie mixte locale, Mandor Environnement, pour l'exercice 2022. Dans son article 1er est approuvé le rapport écrit relatif à la société anonyme d'économie mixte locale, Mandor Environnement, pour l'exercice 2022. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des explications de vote? Pas d'explications de vote. Je mets la délibération au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Vous pouvez revenir, ceux qui sont sortis. Nous allons maintenant approuver la SEM de la CECAL. S'il n'y a pas d'intervention... Donc, est approuvé le rapport écrit relatif à la société anonyme d'économie mixte CECAL pour l'exercice 2022. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. La troisième délibération, s'il n'y a pas d'intervention,
Je vous la lis. Elle concerne l'approbation du rapport écrit relatif à la Société d'économie mixte de l'agglomération, SEMAGLO, pour l'exercice 2022. Donc, article 1 est approuvé, ce rapport écrit. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Et la 4e délibération qui approuve le rapport écrit relatif à la SEM de TINA. Il n'y a pas d'intervention, donc je vous la lis. Article 1er est approuvé le rapport écrit relatif à la Société anonyme d'économie mixte de TINA pour l'exercice 2022. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Nous passons à la Convention relative à la participation financière de la Nouvelle-Calédonie et aux actions de lutte et de prévention de la délinquance. Madame Courteau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. La Nouvelle-Calédonie est compétente pour soutenir les actions des communes en matière de prévention et de lutte contre la délinquance. À ce titre, elle participe à l'effort commun dans le cadre d'actions telles que prévenir la déscolarisation et développer des actions de soutien à la parentalité, mettre en place des actions de prévention relatives à la lutte contre les addictions, contre les violences en matière d'hygiène, de santé, de sécurité routière et de décrochage scolaire notamment. Ainsi, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de soutenir le programme 2023 inscrit dans le contrat local de sécurité et de prévention contre la délinquance, CLSPD de la ville du Mont-d'Or, en octroyant une subvention de 3 millions de francs CFP. L'engagement des parties et les modalités de la participation financière apportées par la Nouvelle-Calédonie sont précisées dans la convention annexée au projet de délibération. La présente délibération a pour objet d'habiliter le maire à signer la convention relative à la participation financière de la Nouvelle-Calédonie. Les observations lors de la commission chargée de l'hygiène publique, de la sécurité des biens et des personnes et de la cause animale en date du 17 octobre sont les suivantes. Étant donné qu'il s'agit d'un renouvellement, Mme Poya souhaite savoir si la ville a reçu le bilan. M. Levanquet répond par l'affirmative. Il a été transmis la semaine précédente et il est relativement identique aux dernières années dans le domaine d'activité lié au CLSPD. Il s'agit d'actions que la ville mène chaque année et qui sont majoritairement sous la gestion de la DESAP, c'est-à-dire veille éducative, suivi des jeunes, animation dans les quartiers, etc. Madame Poya souhaite que le bilan lui soit communiqué. Madame Courteau souhaite avoir des exemples d'actions de soutien à la parentalité. Monsieur Bonnard répond que le Conseil pour les droits et devoirs des familles, CDDF, est une action majeure de la CLSPD pour le soutien à la parentalité. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. C'est l'objet du projet de délibération présenté à votre approbation. Il y a des interventions? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération. Dans son article 1er, le maire ou son représentant est habilité à signer avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la convention s'y annexée et ses éventuels avenants destinés à financer en partie les actions de lutte et de prévention de la délinquance pour l'année 2023. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. A-t-il des explications de vote? Pas d'explications de vote. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Madame Sandrine Vantard-Tassipane pour les 3 prochaines délibérations, s'il vous plaît. Donc la première, l'approbation du programme des travaux d'assainissement. Merci. Le réseau principal d'assainissement de la rue des Goyaviers traverse les lotissements Les Horizons et Soulard 2. À celui-ci sont connectés les tronçons de réseau d'assainissement amont dans celui de la rue des Letchis. La densification urbaine du secteur génère des débits collectés qui nécessitent un redimensionnement du réseau pour permettre un meilleur fonctionnement hydraulique et améliorer les conditions d'entretien en certains endroits. L'estimation financière, le coût de l'opération est estimé à 28 620 000. Les travaux sont financés par l'État dans le cadre du soutien à l'investissement 2023 à hauteur de 70%. Le calendrier prévoit de lancer l'appel d'offres en septembre 2023 avec une fin des travaux en avril 2024. Le projet de délibération prévoit ainsi d'approuver le programme de l'opération et d'habiliter le maire à signer les marchés, les avenants éventuels avec les entreprises qui seront proposés par la commission d'appel d'offres. Les observations émises lors de la commission.
Madame Julier souhaite savoir si les travaux ont débuté. Monsieur Martinez répond par la négative. En revanche, la servitude d'assainissement reliant le lotissement Chérubini au lotissement Soulard est en travaux. Madame Julier indique que les administrés ont connu beaucoup d'inondations. Elle ajoute qu'à l'époque, il y avait un réservoir de rétention d'eau, mais avec l'urbanisation et notamment les administrés qui ont construit leur habitation, ce réservoir a été comblé, ce qui explique peut-être ces inondations. M. Martinez explique que le bassin d'orage existe toujours. La ville avait souhaité l'agrandir pour mieux réguler le débit des réseaux, mais elle est contrainte par le foncier privé qui l'entoure. Madame Julier demande s'il est possible d'agir sur le foncier privé par le biais d'une réglementation pour l'intérêt public. M. Martinez répond qu'il ne sait pas si cela est possible et qu'il est délicat de toucher au foncier du particulier. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette délib? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération. Portant approbation du programme des travaux d'assainissement de la rue des Letchi à Yahweh. Dans son article 1er, le programme des travaux d'assainissement de la rue des Letchi si annexé est approuvé. Article 2, le maire ou son représentant habilité à signer les marchés et avenants éventuels avec les entreprises qui seront proposés par la commission d'appel d'offres, ainsi que tous les actes ou conventions liées à cette opération. Article 3, les dépenses seront imputées au budget d'assainissement sur le chapitre d'investissement 1900, assainissement divers secteurs 2024, dans la limite des crédits inscrits. Article 4, article de recours. Article 5, article d'exécution. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des explications de vote? Donc je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Allez-y, Madame Tassipan. Merci. La ville du Mont-d'Or souhaite réaliser des travaux de revêtement en raison d'une dégradation du réseau routier due au passage intensif des véhicules. Il est donc prévu pour l'année 2023 de lancer un appel d'offres pour réaliser ces travaux répartis en 6 lots géographiques. L'autorisation de programme AP 4118, revêtement routier, ouvre des crédits de paiement à hauteur de 38,6 millions. Le projet de délibération prévoit ainsi d'approuver le programme de l'opération et d'habiliter le maire à signer les marchés, les avenants éventuels avec les entreprises qui seront proposées par la commission d'appel d'offres. Les observations émises lors de cette commission, Madame Courteau souhaite savoir comment font les entreprises lorsque les travaux sont à cheval sur plusieurs années. Monsieur Boutry répond que les services s'organisent pour présenter une programmation correspondant au montant des crédits disponibles par exercice budgétaire. Monsieur Martinez répond qu'il s'agit également d'une autorisation de programme votée au conseil municipal avec des crédits de paiement répartis sur plusieurs années. Elle permet de lancer les travaux et d'en payer les parties réalisées par année. Les travaux ont été décomposés en lots afin d'avoir des offres émanant de plusieurs entreprises pour réaliser les travaux rapidement. Les offres ont déjà été dépouillées en CAO et les marchés ont déjà été montés. Il indique que les services n'attendent plus que le vote en conseil municipal afin de les notifier aux entreprises. Madame Julier souhaite savoir si le lieu des travaux a été choisi en fonction des voies sur lesquelles la ville a dû indemniser des usagers. Monsieur Boutry répond par la négative. Les lieux ont été choisis selon les secteurs urbanisés sur lesquels les services interviennent le plus souvent pour des réparations. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Y a-t-il des interventions? Oui, Monsieur Sao. Oui, excusez-moi, monsieur le maire, en fait, je voulais intervenir sur le projet qu'on vient juste de voter précédemment. Il me semble que c'est la conclusion des travaux qui avaient déjà été engagés sur la zone de Yahweh les années précédentes. Je voulais juste savoir, ça sera une note qui pourra être envoyée, pas besoin de répondre aujourd'hui. Mais ici, le financement, il est précisé dans le rapport de présentation que les travaux ont été financés par l'État dans le cadre du soutien à l'investissement 2023. Donc c'est pour faire une comparaison sur les autres tranches précédentes. Est-ce qu'il y avait eu aussi un soutien de l'État dans le financement de ces assainissements? Oui. Voilà. Et pour le projet qui nous concerne aujourd'hui, enfin, sur lequel on est en ce moment, je vais revenir un peu sur ce qu'on a déjà validé, notamment sur les ordures ménagères avec les poubelles de tout à l'heure. Là, on a une explication claire sur les APCP et les AP qui met encore un peu le doute par rapport aux explications qu'on a eues tout à l'heure. Donc, il faudra vraiment que je revoie le fonctionnement des AP et puis des APCP. Merci. Alors oui, c'est l'État, mais là, c'est le fonds de soutien à l'investissement. Et souvent, on travaille avec le FIP équipement, qui est aussi l'État, qui est un autre...
Après, il y a aussi, on a travaillé sur Miki, l'OFB, voilà, qui est aussi un office de l'État. On a plusieurs outils. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous lis la délibération. Alors, effectivement, dans ce programme-là, il y a un morceau de route qui est dans le sud aussi, parce que certes, c'est dans la zone urbaine. On a un état, c'est-à-dire que les services tiennent à jour un état des routes les plus dégradées. Voilà. C'est un état exhaustif de toutes nos routes, et c'est régulièrement mis à jour en fonction des dégradations climatiques, en fonction éventuellement parfois de camions qui passent par là. Et donc on essaye d'avoir de l'avance. En ce moment sur les routes, vous savez combien c'est difficile, hein. Vous l'avez vu certainement chez vous ou à proximité de chez vous. Très très compliqué cette année, l'année dernière, à tenir un réseau routier en parfait état. Néanmoins, on s'accorde avec les services techniques pour qu'il y ait toujours une enveloppe. Alors, il y en a dans le fonctionnement et il y en a dans l'investissement pour qu'on puisse refaire ces routes. Et là, on a un morceau important aussi, certaines purges qui doivent être réalisées sur la route du Sud à côté de l'usine. Vous entendez certainement hein, sur les interventions des radios le matin, les gens nous parlent toujours de ces routes qui sont aujourd'hui pas dans l'état qu'ils souhaiteraient avoir, sauf que il pleut tous les mois. Alors, soit dès lors que vous réparez la route, elle se détruit aussitôt, soit vous n'avez pas le temps parce qu'il pleut tout le temps. Enfin voilà, cette année, pour nous, c'est quand même assez compliqué. Malgré qu'on ait mis les précédentes années beaucoup d'argent, on a encore des morceaux de réseau routier. Alors, à cela s'ajoute le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui roulent avec leurs poids lourds. Voilà, qui vont dans les quartiers avec des poids lourds, qui vont sur leur lieu de travail avec le poids lourd, qui reviennent charger avec leur camion pour être le lendemain pour pouvoir décharger plus rapidement. Enfin, il va falloir qu'on mène une politique. Je vous rappelle juste que la police municipale, l'unité motorisée, a commencé à travailler avec la DI3T sur justement les tonnages non autorisés. J'ai demandé à la DI3T qu'ils aient une nomenclature un peu plus claire sur les tonnages, parce que je crois qu'on ne s'entend pas trop sur cette définition-là, et ce qui fait avoir des amendes assez conséquentes pour les utilisateurs de camions. En tous les cas, c'est un vrai problème. Il va falloir vraiment, l'année 2024, qu'on ait une stratégie un peu plus offensive pour pouvoir empêcher ces poids lourds de casser les morceaux de route qu'on a. Voilà, dans tous les cas, on va s'y activer, bien évidemment, en corrélation avec les services de la Nouvelle-Calédonie et les rouleurs, le syndicat des rouleurs, parce que là aussi, on a comment on ne s'entend pas forcément sur, je vous disais tout à l'heure, sur la nomenclature. Donc je vous lis la délibération dans son article 1er. Le programme de l'opération SI-Annexe est approuvé. Article 2, le maire ou son représentant est habilité à signer le marché, les avenants éventuels et tous actes ou conventions avec les entreprises qui seront proposés par la commission d'appel d'offres pour les travaux de revêtement routier 2023 sur la commune du Mont-d'Or. Article 3, les dépenses correspondantes seront imputées sur l'opération d'investissement numéro 600 revêtement routier dans la limite des crédits inscrits. Article 4, article de recours. Article 5, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Dans le cadre des travaux d'aménagement et de sécurisation des routes provinciales, la province Sud a réalisé une passerelle piétonne au droit du pont de la Coulée, située sur la route de la Corniche, ainsi que l'aménagement d'une continuité piétonne entre le carrefour Chaune et le giratoire Edmond-Caillard. Au terme des travaux et après réception technique des équipements, il est convenu que la province Sud cède à la ville du Mont-d'Or qui en assurera l'entretien, la propriété et la gestion de la passerelle piétonne, la gestion du cheminement piéton réalisé entre la rue Hannequin et le giratoire Edmond-Caillard. Le projet de délibération prévoit ainsi d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention et ses avenants éventuels portant sur la cession de la passerelle piétonne et le transfert en gestion du cheminement piéton décrit supra.
Lors de la commission, M. Parent a souhaité savoir si la province Sud a financé la totalité des travaux. M. Martinez répond par l'affirmative pour la passerelle piétonne et les cheminements. M. Levanquet ajoute que la contribution de la ville a consisté en la mise à disposition des 3 appuis existants de la structure métallique AEP, ce qui a permis de limiter le coût de la passerelle piétonne. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. S'il y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, je vais vous lire la délibération. Oui, M. Sao, pardon. Oui, merci, Monsieur le maire. Est-ce que c'était prévu depuis longue date cette rétrocession de voirie, étant donné que les travaux qui ont été réalisés, ils sont assez conséquents sur la passerelle? Bon, c'est un aménagement qui est forcément qui renforce la sécurité routière sur cette portion de route, mais est-ce que c'était prévu depuis longue date? Parce que finalement, ça ressemble un peu à un cadeau empoisonné, étant donné qu'on fait c'est une autre collectivité qui décide de certains travaux à la place de la collectivité utilisatrice au quotidien de cet outil. Je ne manquerai pas de le rappeler aussi à la collectivité qui a organisé ces travaux. Puis de toute façon, j'ai 2 autres chefs de groupe dans la même assemblée qui sont aussi membres de ce conseil municipal. Donc on pourra demander des explications sur cette rétrocession et puis sur cet engagement de la collectivité, parce qu'on nous rappelle souvent les compétences de chacun et qu'il ne faut pas décider à la place de l'autre. Donc là, ici, il y aura des frais qui vont être engagés pour la mairie parce que l'équipement il a été choisi par une autre collectivité. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur le deuxième point, sur la garantie de tout désordre, à partir de quand elle va commencer? Est-ce que c'est à l'adoption de cette délibération ou est-ce que ça a été à la réception des travaux par les services instructeurs? Étant donné que depuis la réalisation de ces différents travaux, avant même la réception des travaux, elle avait déjà été abîmée plusieurs fois par des accidents de la circulation, notamment les plots qui doivent arrêter les véhicules qui passent sur le trottoir. Là, le week-end dernier ou le week-end juste avant, le passage piéton au niveau du rond-point, il a déjà été arraché. Et le panneau de signalisation de la mairie, il a même été dégradé. Il y a toujours les traces de carrés noirs qui sont dessus. Donc, est-ce que ces travaux vont être pris en charge dans la... Comment ça s'appelle déjà? Le terme légal, garantie contre défaut de matériel, enfin. Et puis aussi le parfait achèvement, à partir de quand il va se terminer pour la collectivité, de façon à ce que ces équipements qui sont certes très utiles et qui assurent la sécurité de nos concitoyens, mais qui ont été décidés par quelqu'un d'autre. Merci. Merci, M. Sao. Alors oui, d'abord les travaux, c'était à notre demande. Hein, on avait demandé depuis de longue date la sécurisation de ce passage piéton. Alors, on a longtemps tergiversé sur la partie haute ou la partie basse du pont. C'est sûr qu'on aurait préféré que ce soit l'autre côté, mais pour des raisons techniques, ça a pu être fait que sur la droite. En tous les cas, oui, c'est nous qui avions demandé ces travaux. Aujourd'hui, la province, c'est pareil pour l'aménagement du carrefour juste en bas. C'est la mairie qui avait demandé la sécurisation du carrefour juste à l'entrée du parc. Et là, la ville avait payé une partie de la somme. Je crois que très régulièrement maintenant, lorsque la ville demande des travaux qui ne sont pas soit forcément inscrits ou qui ne sont pas d'un ordre de priorité d'une collectivité, que ce soit la province ou la Nouvelle-Calédonie, il y a souvent une participation de la commune. Voilà. Et là, la participation, c'est simplement qu'ils s'appuient sur des supports qui étaient déjà les nôtres, donc ça a minimisé considérablement le coût de la passerelle. Mais après, c'est le choix, c'est de dire, la province ne le fait pas, et puis si elle le fait, voilà, c'est notre part, j'allais dire. On a également ça sur des traversées de route. Vous avez des endroits où c'est encore des buses, pas loin de chez le lotissement Gauthier d'ailleurs, où vous avez sous la route des buses alors qu'on a demandé un cadre un peu plus important. Lorsqu'on le fera, ils rétrocéderont l'ouvrage. Voilà, c'est devenu un peu, j'allais dire, monnaie courante. Alors on ne pourrait pas le faire, mais à ce moment-là, on risque de ne pas avoir l'opération qui est faite chez nous, quoi. Voilà, vous me direz que c'est la Nouvelle-Calédonie qui est en train de travailler sur le cric Mamier à la réfection de l'ouvrage. Donc il n'y a pas de problème pour refaire les travaux, mais ils souhaitent nous rétrocéder l'ouvrage. Sauf que là, on est dans un ouvrage qui est beaucoup plus conséquent, donc la ville n'acceptera pas.
Après, sur des petits ouvrages, on a la RP11 à Yahweh qui a été entièrement refaite, du magasin Maeva jusqu'à Auteuil. Les conditions, c'était que la province refait les travaux et elle rend la route à la ville. Donc là, on l'a récupéré. J'allais dire, c'est un peu au coup par coup en fonction du coût de l'entretien. Voilà. Mais vous avez raison, c'est un choix. Soit on y va avec la collectivité qui fait le travail, soit on n'y va pas, puis à ce moment-là, ben, on n'a rien qui avance, quoi. Voilà, c'est peut-être un peu... je prends un raccourci pour le dire, mais c'est un peu comme ça. Donc, contraint, malgré tout, ben, écoutez, nous, on veut avoir ce genre d'ouvrage structurant, et voilà, on est un petit peu obligé d'y aller, mais au moins c'est fait, quoi. Voilà. Et la deuxième partie de votre question, pardon? Oui, alors là, si c'est un accident, si on arrive à avoir, parce qu'il y a eu des constats, donc c'est les assurances qui paieront, hein, bien sûr. Et puis après, à partir du moment où on aura récupéré, on aura signé la convention, ça sera évidemment à la charge de la ville, sauf les garanties, la garantie, je ne sais pas. Ça sera à l'issue de la garantie de parfait. Voilà, à l'issue de la garantie de parfait achèvement de travaux. Donc, dès qu'on aura signé la convention, à l'issue de cette garantie, on aura la rétrocession de l'ouvrage. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je vous lis la délibération qui habilite le maire à signer une convention donc, avec la province sud, qui est relative à la cession de la passerelle piétonne, donc au pont de la Coulée et au transfert de gestion du cheminement piéton entre le carrefour Chaune et le giratoire Edmond-Caillard, route de la Coulée RP1. Donc, je suis habilité dans l'article 1er à signer cette convention. Dans l'article 2, les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 61 523 entretien de voies et réseaux divers de la section de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits. Article 3, article de recours. Article 4, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Nous parlons maintenant de l'acquisition par la ville du Mont-d'Or du lot 815 de la section mission à Boulari. Madame Sanouamad. Par délibération du 6 juin 2019, le conseil municipal avait autorisé l'acquisition à titre gratuit par la ville du Mont-d'Or de ce lot sur lequel sont implantés 2 des 4 réservoirs d'eau de Saint-Michel qui ont été mis en service en 1973 et en 1996 afin d'alimenter en eau les quartiers de Pont-des-Français, La Conception, Robinson, Boulari et Saint-Michel. Depuis 2019, de nombreux échanges ont eu lieu entre les services municipaux, M. Paul Néraud, propriétaire de ce foncier, et l'office notarial en charge du dossier correspondant afin de voir aboutir ce projet de cession gracieuse au profit de la commune. La situation familiale de M. Néraud a cependant évolué depuis cette date et ce dernier a récemment manifesté son souhait d'obtenir finalement une contrepartie financière destinée à soutenir l'installation de ses enfants sur la commune. Afin de régulariser la situation actuelle et conforter le cadre juridique dans lequel les interventions d'entretien des réservoirs d'eau de Saint-Michel ont lieu, la ville a décidé de répondre favorablement à la requête de M. Néraud et de se porter acquéreur de la parcelle concernée pour un montant de 2 912 000 francs CFP. La délimitation foncière ayant été réactualisée par arrêté municipal du 10 octobre 2022, il a ainsi demandé donc au conseil municipal d'abroger la délibération de 2019 avant d'autoriser à nouveau cette acquisition dorénavant à titre onéreux en habilitant M. le maire ou son représentant à signer tous les actes et conventions qui sont liés. Lors de la commission des finances qui s'est réunie le 18 octobre 2023, Mme Julie a demandé si le terrain est situé en zone constructible dans le PUD. M. Wattiligon a répondu qu'il est situé en zone naturelle protégée. M. Néraud n'aurait pas pu faire autre chose que de construire des équipements d'intérêt général. Mme Julie a demandé si le terrain de football fait partie de la parcelle. M. Wattiligon a répondu par la négative, il est situé sur un terrain communal. Mme Julie a indiqué qu'une habitation est située dans l'impasse de la rue des Trocas et que le propriétaire doit emprunter un accès situé sur cette parcelle appartenant à M. Néraud, pour pouvoir accéder à sa maison. Elle demande si cet habitant pourra toujours utiliser cet accès. M. Wattiligon a répondu qu'il faut suggérer à cet administré de se rapprocher de M. Néraud, propriétaire du foncier, pour faire une régularisation. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Oui, Madame Julier. Oui, nous aimerions savoir pourquoi, dans ce cas-là, la délibération n'est pas anonyme. Là, c'est le même cas qu'on a eu sur le lotissement industriel,
où on doit rendre lisible le vendeur. Enfin, j'ai quelques documents ici parce que j'ai fait rechercher un certain nombre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'anonymisation des données dans les délibérations municipales, donc une question écrite d'une sénatrice au ministère de l'Intérieur, il y a ici l'extrait cité dans la réponse du CRPA et les échanges avec notre délégué à la protection des données. Donc il en ressort que la ville est fondée à anonymiser les délibérations concernant les protocoles transactionnels, a eu raison de ne pas anonymiser la délibération concernant l'attribution d'un véhicule de fonction au directeur de cabinet car elle entre dans l'exception prévue par les articles qui sont liés, a eu raison de ne pas anonymiser la délibération concernant la vente d'un lot de la zone industrielle de la Coulée car elle entre dans des exceptions prévues par ces... Alors je peux vous remettre les documents et puis comme ça vous lirez. Mais donc on a été fondé dans les délibérations passées. Donc on continuera comme ça. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous voulez préciser quelque chose? Non, monsieur le maire, effectivement, il existe un code des relations entre le public et l'administration qui prévoit les dérogations à l'anonymisation des délibérations, des différents actes administratifs. Donc effectivement, on est particulièrement vigilant à anonymiser chaque fois que c'est nécessaire et uniquement quand c'est prévu par ce code. Voilà. Merci. Oui, je vous en prie. Est-ce que nous pourrions avoir communication de... Oui. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez, mais ce sur quoi vous vous basez. Pas de problème. On sera transmis. Y a-t-il d'autres informations, d'autres questions? Pas d'autres questions? Je vais vous lire la délibération qui concerne l'acquisition par la ville du Mont-d'Or d'un lot de la section mission à Boulary. L'article 1er, la délibération municipale 64-19-6 du 6 juin 2019 est abrogée. L'acquisition dans l'article 2 par la ville du Mont-d'Or du lot 815 de la section mission d'une superficie de 14 arts et 56 centiares, 6 à Boulary pour un montant de 2 912 000 francs, conformément au plan de détachement-rattachement et au procès-verbal de délimitation ci annexé, est autorisé. Article 3, les frais d'acte correspondants sont à la charge de la ville du Mont-d'Or. Article 4, le maire ou son représentant est habilité à signer tous actes et conventions liés à cette transaction foncière. Article 5, article de recours. Article 6, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Madame Vantard-Tassipan, concernant le marché et avenant relatif au broyage des végétaux des foyers du Mont-d'Or. Merci. La ville assure depuis plusieurs années la collecte en porte-à-porte des végétaux des foyers du Mont-d'Or, qu'elle confie à un prestataire dans le cadre d'un marché public. En 2016, le conseil municipal de la ville a inscrit le service public de gestion des déchets ménagers dans une stratégie d'optimisation visant notamment à maîtriser le coût du service global facturé aux usagers. En 2020, la ville a décidé d'engager des réflexions afin que le gisement des végétaux des particuliers représentant près de 5000 tonnes chaque année puisse bénéficier à domicile aux particuliers qui le souhaitent. Plusieurs solutions de valorisation ont alors été évoquées. Et celle retenue pour y remédier a été de proposer aux usagers du Mont-d'Or un broyage de leurs végétaux. C'est dans ce cadre que la ville a lancé en décembre 2021 une expérimentation sur 5 quartiers test afin d'envisager un service en porte-à-porte de broyage des végétaux. Les objectifs de cette démarche sont de réduire les déchets, valoriser ces végétaux à la source, promouvoir le compostage domestique, l'utilisation du broyat en jardinage, éviter l'enfouissement des déchets putrescibles pour en faire de l'engrais naturel, sensibiliser et mobiliser vers le changement de comportement, stabiliser le coût de la gestion des déchets pour la collectivité.
L'expérimentation a été menée sur 5 quartiers parmi les 12 urbanisés que possède la commune et représente à peu près 46% des foyers de la commune. Cette expérimentation a fait l'objet d'un marché spécifique sur une durée de test de 2 ans. Au terme de ces 2 ans, la ville souhaitait donc généraliser le service de broyage des végétaux à domicile sur l'ensemble des quartiers en 2024. Il est donc proposé de lancer un appel d'offres pour l'attribution des marchés de prestations de services sur 3 lots géographiques d'une durée de 2 ans renouvelable une fois. Le service comprendra 6 campagnes de broyage des végétaux en porte-à-porte des ménages, la collecte et l'évacuation des végétaux non broyables vers les déchetteries et l'organisation de prestations occasionnelles relatives à de la collecte en porte-à-porte de déchets verts, leur transport et leur évacuation vers le centre de traitement approprié. Le coût de cette opération est estimé à 61 millions et les marchés de prestations de services s'y rapportant seront passés pour une durée de 2 ans renouvelable une fois. Le lancement de l'appel d'offres est prévu pour la fin du mois de septembre en vue d'un démarrage de la prestation au 1er mars 2024. Le projet de délibération prévoit ainsi d'habiliter le maire ou son représentant à signer les marchands et avenants éventuels avec leur attributaire ainsi que tout acte et convention s'y rapportant. Les observations émises lors de la commission, M. Parent souhaite avoir le bilan de la période passée. M. Castex répond que la ville a réalisé 22 mois de tests. En 2022, 1640 tonnes de végétaux ont été broyés sur 5 quartiers. Il y a un taux d'acceptation du broyat qui avoisine les 60%. La ville est inscrite dans une démarche d'amélioration continue et a donc ciblé des pistes d'optimisation qui permettront d'augmenter ce taux d'acceptation. Par exemple, il est prévu le déploiement d'une campagne de sensibilisation par le biais d'ambassadeurs verts, afin d'accompagner les usagers quant à l'utilisation du broyat. Selon le sondage réalisé auprès de 100 foyers, 82% des personnes sondées sont favorables au service de broyage. Améliorer la communication et mettre en place un système de volontariat au travers d'un service de rendez-vous sont également des pistes d'amélioration. Il précise que les détails de ces éléments seront exposés lors de la commission consultative des services publics locaux. Madame Julier souhaite savoir si le taux de refus a été évalué en porte-à-porte. Monsieur Castex répond par l'affirmative. Madame Courteau souhaite savoir si le broyat non récupéré par les administrés est réutilisé par la ville. Monsieur Castex répond par l'affirmative. Une partie est parfois récupérée pour les besoins de la collectivité, notamment dans les opérations de reboisement en collaboration avec les associations environnementales, mais aussi pour les besoins du centre d'éducation à l'environnement avec les pépinières des écoles et également pour les jardins potagers bio dans les écoles de la commune. Le reste est évacué en déchetterie pour un enfouissement. Au sujet des ambassadeurs verts, Madame Julier indique qu'il serait intéressant de les mutualiser afin de mettre l'accent sur le tri des déchets ménagers. En effet, elle indique que les Mondoriens font partie des abonnés qui trient le moins bien leurs déchets. M. Baudry souhaite savoir s'il n'est pas possible de fournir du broyat à l'usine du Sud qui réalise du reboisement. M. Castex répond que la ville réfléchit, en effet, aux pistes qui permettraient de réutiliser le broyat. M. Parent souhaite savoir comment est collecté le broyat non récupéré. Il demande également s'il y a un lieu de stockage où les administrés peuvent venir se servir. M. Castex explique que lors de la phase test, l'idée était de broyer l'ensemble des tas et de les laisser sur place afin de jauger l'acceptation de l'usager quant à l'utilisation du broyat. Le problème est que cela aurait généré une deuxième collecte, donc un surcoût. Dans le cadre de ce nouveau service, les dates du calendrier actuel seront conservées afin de ne pas changer les habitudes des usagers avec la mise en place d'un macaron que l'abonné apposera pour identifier son souhait ou non de garder son broyat. La ville étant depuis plusieurs années inscrite dans une modernisation de la gestion des déchets, elle envisage de s'orienter vers un service sur rendez-vous afin d'avoir une relation avec l'usager et de lui rappeler les règles de service et le sensibiliser directement par téléphone. M. Martinez ajoute que l'objectif du macaron est d'avoir moins de broyats restant sur les bords de route. Madame Julier souhaite savoir si le pourcentage de refus correspond aux végétaux non broyables et aux broyats non récupérés par les administrés. M. Castex répond par l'affirmative. Sur les 43% de végétaux que les services ont récupérés, il y a à peu près 85% de broyats. Les 15% restants sont des végétaux difficilement broyables qui ont dû être identifiés dans le cadre d'un nouveau service de collecte. Madame Courteau souhaite avoir des exemples de végétaux non broyables. M. Martinez répond qu'il s'agit de végétaux fibreux, comme les feuilles de cocotier et les bananiers.
Madame Courteau demande au service de réaliser la collecte rue des Pandanus car les tas deviennent secs. Elle souhaite également savoir si les broyats peuvent être récupérés par une personne tierce. Monsieur Martinez répond que rien ne l'interdit si l'usager n'a pas récupéré son broyat. Monsieur Castex explique que l'idée d'un macaron est qu'après le passage du prestataire, il n'y ait plus de broyat sur les bords de route, sauf si l'usager veut le garder. Cependant, il y aura une date butoir pour le ramasser. Madame Julier souhaite savoir si les chiffres sur la valorisation des déchets verts au Mont d'Or communiqués lors de la CCSPL de 2020 sont les 1600 tonnes de déchets verts évoqués plus haut. Monsieur Castex répond que les chiffres communiqués par le délégataire lors de la CCSPL de 2020 n'étaient pas fiables. Il ajoute que le tonnage des végétaux du Grand Nouméa équivaut à 25 000 tonnes chaque année, dont 4 000 tonnes valorisées à travers la plateforme de Karenga. Il n'est pas possible de retracer la provenance par commune des déchets valorisés, mais les services considèrent que quasiment 800 tonnes proviennent du Mont d'Or. Monsieur Berthelot rappelle qu'en 2020, la CSP a retiré le broyeur de la plateforme de la coulée, ce qui a contribué au manque de fiabilité des données pour cette période. Madame Courteau souhaite savoir s'il y avait une convention. Monsieur Berthelot répond par la négative. Madame Julier est surprise de savoir que les chiffres ayant été communiqués ne sont finalement pas fiables. Monsieur Berthelot répond que le maire a alerté les élus à 2 reprises en conseil municipal sur la fiabilité des chiffres du délégataire. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération NC s'abstient de donner son avis. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Oui, monsieur Parron. Oui, monsieur le maire, je voulais juste réitérer ma demande quant à la réception du bilan qui nous avait été présenté à l'oral par monsieur Castex. Et également savoir si dans ce bilan-là, on a un comparatif entre les 2 méthodes pour voir le surcoût, si le surcoût entre les 2 méthodes, on va dire. Monsieur Castex, vous voulez nous préciser cela, s'il vous plaît? Non, ça ne marche pas. Oui, si, ça marche. Bonsoir, merci. Oui, effectivement, le bilan, pourquoi vous l'êtes restitué, c'est justement les résultats qui vous ont été présentés en commission consultative des services publics locaux. Donc sur ça, il n'y a pas forcément de problème. Sur la deuxième question, c'était le surcoût, la comparaison entre... Le comparatif, je pense qu'il y a eu un comparatif qui a été fait entre le futur projet de broyat estimé à 61 millions là, et l'ancien système, pour voir en fait la différence de valorisation. Alors, aujourd'hui on est en phase d'expérimentation. On peut considérer qu'on est pour le coup sur un service mixte, puisqu'on a 5 quartiers aujourd'hui qui est traité via un système de broyage. Et puis les autres quartiers qui sont sur une gestion ancienne par la collecte. Au regard des chiffres que l'on a pu en retirer, une comparaison a été faite, on a pu stabiliser les coûts. Sur la base du bilan qu'on a pu établir, on a pu identifier des pistes d'amélioration qui pourraient éventuellement dégager des économies potentielles dans le cadre de la généralisation du service. Difficile encore de vous donner des chiffres, on est en procédure d'appel d'offres actuellement. Les offres nous seront restituées le 7 novembre prochain. Et puis en fonction des résultats, on verra. Mais en tous les cas, l'idée de poser le macaron, par exemple, est un bon exemple. Ça permettra d'annuler des coûts que l'on a aujourd'hui par le fait de repasser derrière pour le ramassage du broyat. D'autres pistes également ont été identifiés avec l'accompagnement de l'usager quant à la réutilisation du broyat. On a des agents au centre d'éducation à l'environnement qui mènent des ateliers depuis le début de l'année sur le compostage domestique, sur l'utilisation du broyat en process de perma dans le jardinage. Toutes des méthodes qui verront sans nul doute le taux d'acceptation augmenter, qui est aujourd'hui assez encourageant. Merci. En tous les cas, je l'avais dit à ce conseil municipal, moi je ferai tout pour éviter que
4000, 3000, enfin 5000 tonnes, ce qu'on peut éviter de déchets verts, envoyer des déchets verts au dépotoir et les enfouir. Un, parce que ça accélère la durée de vie du centre d'enfouissement technique, là, et d'un autre côté, c'est pas normal qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à valoriser ces déchets. Alors pour l'instant, il n'y a pas de surcoût pour l'usager. Voilà, c'est ce qui est important, c'était la condition sine qua non, c'était pour l'instant pas de surcoût. Parce que je vous rappelle qu'on n'est pas à l'équilibre, on a un petit delta négatif, mais bon, ça passe, on n'est pas aujourd'hui, c'est pas alarmant. Juste pour mémoire, les collectivités d'à côté, d'Imbéa, Nouméa est en train de monter considérablement le prix de sa poubelle, enfin voilà. Ils n'ont pas pris en compte à l'époque les déchets traités en porte-à-porte, ils n'ont pas pris en compte et aujourd'hui ils se retrouvent à avoir des coûts aussi importants. Donc je crois qu'aujourd'hui on est dans l'enveloppe que payent les autres collectivités. On a une approche des villes d'Imbéa et de Nouméa pour essayer de caler les prix de nos services aux ordures ménagères pour les communes, les 4 communes de l'agglo. Donc c'est pas si simple parce qu'on n'a pas le même mode de gestion. Mais en tous les cas, le but, c'est bien de rendre service à la population du Mont-d'Or, c'est bien de faire un acte environnemental supplémentaire sans que le coût y soit excessif pour chacun. On en a parlé déjà ici, hein, ce conseil municipal, le but recherché par tous les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, c'est bien amener à diminuer le coût de ces poubelles et de ces déchets. Donc le but c'est aussi qu'on arrive à recouvrer les sommes des impayés. Voilà. Donc ça c'est quand même pour que les autres, pour qu'on puisse diminuer, c'est ce qui est important à mon avis. En tous les cas, merci au service de Pierre-Olivier Castex parce qu'ils font depuis plusieurs mois un gros travail pour la recherche de solutions non seulement viables mais pérennes. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, monsieur Sao. Oui, merci Monsieur le maire. C'est vrai que c'est un sujet qui a passionné nos différents conseils municipaux depuis l'adoption de du broyat dans la commune. Moi, j'aurais plusieurs interrogations suite aux précisions qui nous ont été apportées cet après-midi et suite aussi au rapport de présentation de la commission qui s'est tenue la dernière fois, auquel je n'ai pas pu participer. Sur le bilan de l'action, je réitère aussi la question de mon collègue de Génération Mont-d'Or sur le bilan qui pourra nous être présenté, parce que ce qui est dit aujourd'hui est assez contradictoire dans le sens où dans le rapport de présentation, on a les 22 mois de recul de tests qui permettent à la ville et à la collectivité de nous proposer ce soir d'étendre l'action qui a été menée dans les 5 quartiers tests, mais en même temps, on ne peut pas nous dire noir sur blanc sur un rapport, quelles sont ces pistes de réflexion sur lesquelles on peut envisager de poursuivre l'opération. Donc on nous demande de vous faire confiance au vu des 22 mois de tests qui ont été réalisés sur les 5 quartiers, mais on ne nous présente pas le bilan qui est en cours de rédaction de ce que je crois comprendre ce soir. Lorsqu'on a adopté, ou pas, je ne me rappelle plus, cette proposition de broyat, on avait une étude dans laquelle on nous parlait du seuil de rentabilité de la procédure et notamment sur le taux d'acceptation. Est-ce qu'on pourrait nous rappeler quel était le taux qui avait été calculé à l'époque pour que cette opération atteigne le seuil de rentabilité par rapport au taux d'acceptation de broyat qui nous est présenté aujourd'hui? Enfin, sur le service et sur les explications qu'il y a eu lors de la commission, on parle bien d'une opération de ramassage, de broyat 6 fois dans l'année, et est évoquée aussi la possibilité de prendre des rendez-vous afin d'avoir des meilleures explications sur le processus du broyat. Est-ce que ça veut donc dire qu'on va remplacer les 6 passages par an par une volonté, par une prise de rendez-vous de l'usager auprès du délégataire, de façon à ce que le broyat soit réalisé chez lui, ou est-ce qu'on maintient les 6 passages à l'année et enfin la possibilité d'avoir un rendez-vous supplémentaire pour avoir des explications sur le fonctionnement de cette DSP. Je trouve que c'est, par rapport au quartier test, puisque j'habite dans les quartiers qui ont servi de test, le broyat, il me semble, sur ces 22 mois, à vue de nez, je l'ai vu passer qu'une fois.
et que le macaron, on en parle depuis le début et qu'il n'a toujours pas été installé. La dernière fois, on nous avait dit, attendez, c'est en cours de test. Là, au bout de 22 mois, on n'a toujours pas les macarons et les procédures qui avaient été déjà identifiées au début et qui sont à laquelle on nous demande d'approuver aujourd'hui. Donc, oui, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui doit nous interpeller. On voit bien sur les dérèglements climatiques que le monde entier connaît en ce moment, et notamment l'Hexagone avec la tempête qui s'en suivit, et qui nous oblige à changer nos pratiques et nos habitudes, mais ce changement doit se faire aussi en concertation. Je regrette qu'on n'ait pas eu d'autres réunions sur le suivi et l'évaluation de cette politique du broyat. Merci, Monsieur le maire. Y a-t-il d'autres interventions? Donc je vous lis la délibération habilitant le maire à signer les marchés et avenants éventuels de broyage en porte-à-porte des végétaux des foyers du Mont d'Or. Dans l'article 1er, le maire ou son représentant est habilité à signer les marchés avenants éventuels avec leurs attributaires, ainsi que tous actes et conventions s'y rapportant. Article 2, les dépenses correspondantes seront imputées en section de fonctionnement au chapitre 11 du budget annexe des ordures ménagères sur l'article 611, sous-traitance générale dans la limite des crédits inscrits. Article 3, article de recours. Article 4, article d'exécution. Y a-t-il des explications de vote? Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Nous allons passer à l'habilitation du maire à signer une convention de partenariat avec la province sud relative à la préservation des mangroves urbaines du Grand Nouméa. C'est Madame Tassipane. Les mangroves à la frontière entre la terre et la mer constituent un écosystème d'intérêt primordial qui assure de nombreux rôles et fonctions tant environnementales qu'écosystémiques. Cependant, les mangroves situées sur les littoraux des communes du Grand Nouméa ont été fortement remblayées jusqu'à la fin du siècle dernier et continuent de subir diverses pressions liées à l'expansion urbaine et à l'artificialisation des bassins versants. Une préservation efficace et durable de cet écotone, frontière entre les compétences provinciales et municipales, nécessite une implication de l'ensemble des parties prenantes en lien avec les usagers de proximité. Pour ce faire, la province sud a organisé un atelier de travail dédié aux mangroves urbaines du Grand Nouméa en présence des principaux acteurs concernés dans la commune du Mont d'Or. Cet atelier a permis d'échanger sur les problématiques partagées par les 4 communes du Grand Nouméa concernant leurs mangroves et de proposer 5 axes d'action. Partager les informations sur les rôles de la mangrove, sa gestion et les réglementations, sensibiliser les citoyens et les élus sur l'importance des mangroves, réaliser des diagnostics socio-environnementaux et développer des connaissances scientifiques pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi de l'état des mangroves et de ses services écosystémiques. Réduire les pressions anthropiques impactant les mangroves in situ en amont et en aval. Anticiper les effets du changement climatique sur les mangroves. Le projet d'accord cadre entre la province sud, les 4 communes du Grand Nouméa et l'Université de la Nouvelle-Calédonie a pour objectif de valider son implication morale de chaque consignataire dans la préservation de cet écosystème, mutualiser les informations en lien avec les mangroves, disposer d'un comité scientifique afin d'échanger sur les projets et dossiers en cours relatifs aux mangroves en invitant les autres parties prenantes, y compris les associations environnementales. Mettre en avant un partenariat rassemblant les collectivités et un organisme de recherche sur lequel s'appuyer lors d'appels à financement de projets. Constituer le cadre pour des conventions FI à incidence financière, le cas échéant de co-construction de projets d'aménagement, travaux, opérations de sensibilisation impliquant au moins 2 signataires de l'accord cadre et d'autres parties prenantes. Il est créé un comité de suivi composé d'un représentant désigné par chaque partenaire chargé du suivi et de la coordination de la mise en œuvre du plan d'action mangrove dans le cadre des compétences, missions ou responsabilités de chacun d'eux. Ce comité de suivi, instance d'échange et de concertation, se réunira autant de fois que nécessaire, notamment pour le suivi et la mise à jour du plan d'action et des conventions particulières le cas échéant, et les projets de travaux en lien avec l'objet de la présente convention.
Ainsi, le projet de délibération prévoit d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention cadre de partenariat avec la province Sud relative à la préservation des mangroves urbaines du Grand Nouméa ainsi que ses éventuels avenants. Aucune observation n'est émise lors de la commission du 17 octobre. Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération. Le maire ou son représentant est habilité à signer avec la province Sud une convention cadre de partenariat si annexée relative à la préservation des mangroves urbaines du Grand Nouméa, ainsi que tous actes et conventions particulières s'y rapportant. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Nous allons parler de l'habilitation du maire à verser une subvention en faveur de l'association Red Ground. Madame Tassipan. L'association Red Ground sollicite une demande de subvention de 150 000 francs qui servirait au bon fonctionnement de l'association. Aucune observation n'a été émise par la commission et elle a reçu un avis favorable pour 150 000 francs. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération. Dans son article 1er, le maire est habilité à verser des subventions aux associations détaillées ci-dessous. Association Red Ground pour 150 000 francs. Article 2, le versement de ces subventions est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2023 de la ville du Mont-d'Or. Article 3, les associations attributaires devant fournir à la ville du Mont-d'Or avant le 1er avril 2024 un rapport moral et financier relatif à l'utilisation des subventions. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre des associations. Article 4, article de recours. Article 5, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Nous allons parler de l'habilitation du maire à verser une subvention également en faveur de la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie. Madame Courteau. Merci, monsieur le maire. La Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie, association reconnue d'utilité publique, est fortement sollicitée lors de l'abandon d'animaux et œuvre contre la maltraitance animale en s'efforçant de faire évoluer les mentalités vers un comportement responsable et plus respectueux envers les animaux. Elle promeut par ailleurs en amont une politique de contrôle du développement anarchique de la population animale en engageant des campagnes de stérilisation auxquelles la ville a participé. Ces campagnes ont débuté en 2019 et la convention ci-jointe a été renouvelée pour une période allant de 2022 à 2024. Pour l'année en cours, la SPANC a sollicité un concours financier de la ville du Mont-d'Or pour le fonctionnement de la SPANC de 350 000 francs, supérieur au montant de 140 000 francs alloués en 2022, et pour la campagne de stérilisation, comme le prévoit la convention renouvelée en 2022 entre la mairie et la SPANC, de 580 000 francs. À défaut de pouvoir bénéficier des montants demandés ci-dessus, la SPANC a demandé à ce que 80 000 francs de la subvention accordée pour la campagne de stérilisation soit consacré aux frais de secrétariat liés à l'opération stérilisation. Il est proposé d'habiliter le maire à verser à la SPANC une subvention d'un montant total de 640 000 francs pour l'année 2023, dont 140 000 francs pour le fonctionnement de la SPANC et 500 000 francs... Vous voulez parler un tout petit peu plus fort, Madame Courteau? Et 500 000 francs pour la campagne de stérilisation. Les observations lors de la commission qui s'est réunie, de la commission ad hoc qui s'est réunie le 17 octobre 2023, M. Alguérez remarque que les frais liés aux charges de personnel sont très élevés, 10 millions de francs. Madame Courteau ajoute que l'association fonctionne pourtant avec des bénévoles. Monsieur Lewanké explique que l'association, même avec des bénévoles, a besoin d'embaucher du personnel pour fiabiliser un minimum de tâches. Madame Courteau souhaite savoir si les chiffres des années précédentes étaient les mêmes. Monsieur Lewanké répond que c'est à peu près du même ordre. Monsieur Alguérez ajoute que dans leur budget prévisionnel, il est indiqué en charge personnelle un prévisionnel de 8 millions de francs CFP en 2022, un réalisé de 10 millions pour la même année et une prévision de 9,5 millions pour 2023. L'association justifie sa charge salariale par les coûts de formation. Madame Courteau explique que la démarche de la SPANC est admirable. En revanche, lorsqu'une association vit de subventions, elle doit rationaliser son budget.
Madame Poya souhaite savoir comment s'assurer que la subvention versée à l'association sert uniquement aux chiennes du Mont d'Or. Monsieur Bonnard répond que l'association réalise un bilan de l'année écoulée. Par exemple, en 2022, il y a eu 33 chiennes stérilisées à raison d'environ 15 000 francs par animal. Monsieur Levanquet ajoute que le bilan est précis et est communiqué au service de la ville pour contrôle. En revanche, il n'est pas diffusable en l'état car il comprend le nom et l'adresse des administrés. Pour l'avoir consulté, il confirme qu'il est bien rattaché à une chienne au nom du propriétaire, à son adresse et à l'endroit de l'intervention pour la stérilisation. Madame Poya souhaite bénéficier de ce bilan. Monsieur Levanquet répond que le bilan sera transmis anonymisé. Il ajoute qu'au fil des années, la SPANC, en collaboration avec la ville, a ajusté son fonctionnement afin de l'optimiser. Par exemple, au début de la campagne, les retours de terrain par l'association faisaient état de contraintes logistiques liées au manque de moyens de locomotion de certains propriétaires de chiennes et de rendez-vous chez le vétérinaire non honoré. Madame Courteau souhaite savoir comment la SPANC opère par rapport à la subvention versée. Elle demande si les vétérinaires agréés par la DAVAR fournissent des bons aux associations. Monsieur Levanquet répond que les associations de protection animale ont des tarifs préférentiels auprès des vétérinaires pour les stérilisations dans le cadre de ce type de campagne. Madame Courteau souhaite savoir si une augmentation du nombre de stérilisations a été remarquée. Dans l'affirmative, elle souhaite savoir dans quel quartier. Dans le cas contraire, elle demande si une politique de régulation a été mise en place. Monsieur Bonnard répond que lors de la première campagne, la ville agissait surtout la demande des administrés. Les auxiliaires de proximité avaient œuvré en ce sens et avaient accompagné les agents de la SPANC afin de réaliser du porte-à-porte dans les quartiers. La campagne actuelle est différente. La SPANC gère les stérilisations en fonction des demandes qu'elle reçoit et qu'elle privilégie selon leur pertinence et le nombre des demandes dans chaque quartier. Madame Courteau souhaite savoir comment mesurer l'impact de la stérilisation dans un quartier. Monsieur Levanquet répond qu'implicitement, le nombre de stérilisations fait diminuer la population de chiens errants. Monsieur Alguérès indique qu'il serait intéressant de castrer les mâles chiens pour limiter les divagations et les combats de chiens. Madame Courteau interroge Monsieur Berthelot sur les modalités de restitution des chiens après capture par la fourrière. Monsieur Berthelot répond que les frais de sortie et ceux inhérents à la fourrière sont exonérés sous réserve que l'animal soit identifié, puce électronique, stérilisé et remis à son propriétaire qui doit disposer d'un terrain clôturé. Un contrôle aléatoire peut également être effectué par le SIGN. Il y a donc un ensemble d'actions qui expliquent que la population de chiens errants a tendance à diminuer, mais également la prise de conscience de la part des propriétaires. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération. Le maire ou son représentant est habilité à verser une subvention de 640 000 francs, soit 140 000 francs dans le cadre du fonctionnement de la SPANC et 500 000 francs dans le cadre de la campagne de stérilisation. Le versement de cette subvention est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2023 de la ville du Mont d'Or, dans la limite des crédits inscrits. Article 2, l'attributaire devra fournir à la ville du Mont d'Or avant le 1er avril un rapport moral et financier. Article 3, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours. Article 4, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis favorable du Conseil. Prochaine délibération concerne l'habilitation du maire à verser une subvention d'équipement en faveur de l'association Nkamboaboué et alliés. Madame San Mohamed, s'il vous plaît. Alors, cette association qui a pour but la promotion et le développement des intérêts culturels et sociaux au sein de la population mélanésienne de la tribu de Saint-Louis projette la rénovation des infrastructures de la grande chefferie Cambois sur Saint-Louis. Vieillissante d'une trentaine d'années d'existence, l'infrastructure nécessite des travaux urgents de rénovation générale, notamment la rénovation de la grande case et de sa barrière, la réalisation d'une dalle. Le projet est destiné à améliorer les conditions d'accueil des populations de la tribu et des visiteurs accueillis dans cet espace coutumier hautement emblématique qu'est la grande case de la chefferie de Saint-Louis. Le coût du projet est estimé à 17 868 579 francs. L'association a soumis des demandes de subvention au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la Fondation des chefferies du Grand Sud. Elle sollicite la ville pour une aide de 5 360 573 francs destinée à la rénovation globale de la grande chefferie.
lors de la commission des finances qui s'est réunie le 18 octobre 2023. Madame Julie a souhaité savoir pour quelles raisons cette subvention est présentée maintenant, alors que les devis datent de 2019 et que la demande date de 2022. Monsieur Afchin a rappelé la réponse donnée à un précédent conseil municipal, à savoir que les demandes des deux chefferies ont été présentées dans le cadre du contrat d'agglomération, mais ont obtenu un refus de la part de l'État et de la province sud. En revanche, la ville avait confirmé qu'elle apporterait une aide à la réfection des chefferies à hauteur de la même somme, soit 2 500 000 francs, ce qui correspond à la quote-part de financement si les travaux avaient été acceptés dans le contrat d'agglomération. Madame Julie a indiqué que la subvention précédente était déjà pour la chefferie de Saint-Louis. Monsieur Afchin a répondu par la négative. À un précédent conseil municipal, il s'agissait des travaux de la grande chefferie du Mont d'Or, de la chefferie Moyatea, portée par l'association Nouk Kataré. Au cas présent, il s'agit des travaux de la chefferie de Saint-Louis, de la chefferie Wamitan, portée par l'association Combois-Boué et Alliés. Madame Julie a indiqué que pour la subvention précédente, le courrier de demande était pourtant signé par un membre de la famille Katé. Monsieur Afchin a répondu que la famille Katé fait partie de la grande chefferie du Mont d'Or avec les Moyatea. Pour la séance du conseil municipal, Madame Julie a demandé les bilans, statuts et tout autre document habituellement demandé lors de l'examen des subventions. Monsieur Cartigénie a répondu que la loi impose à l'association de produire un bilan comptable dès lors qu'elle perçoit annuellement, et toutes les subventions publiques confondues, plus de 153 000 €. Au Mont d'Or, le bilan moral et financier est obligatoirement transmis par les associations qui ont perçu une subvention pour leur fonctionnement. Cela permet à la ville de s'assurer que la subvention versée a bien été employée et c'est également une condition d'attribution d'une nouvelle subvention. Lorsqu'il s'agit d'une subvention à caractère exceptionnel, comme au cas présent, le bilan de l'année précédente n'est pas une obligation et n'est donc pas une condition d'attribution de la subvention. Toutefois, une fois la subvention versée, l'association a l'obligation de fournir un bilan moral et financier. À défaut, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association pour restitution de la somme perçue. Au moment de l'examen de la demande de subvention, ce qui intéresse la ville, c'est de s'assurer que l'association a une existence réelle, qu'elle est régulièrement créée et qu'elle fonctionne. Il y a ainsi une différence entre les demandes de subvention de fonctionnement qui sont annuelles et celles qui sont exceptionnelles pour un projet en particulier. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission et la majorité des membres présents pour une subvention de 2 500 000 francs. Le groupe Génération Mont d'Or s'est abstenu de donner son avis. Et le projet de délibération donc prévoit d'habiliter Monsieur le maire ou son représentant à verser cette subvention à l'association et à signer la convention correspondante. Merci Madame. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération. Le maire ou son représentant est habilité à verser à l'association Combois-Boué et Alliés une subvention d'un montant de 2 500 000 francs et à signer la convention si annexée. Article 2. Le versement de cette subvention est imputable au chapitre 204, subvention d'équipement versée du budget 2023 de la ville du Mont d'Or. L'article 3, c'est l'article qui concerne l'association, donc attributaire devra fournir avant le 1er avril 2024 un rapport moral et financier. Article 4, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Et article 5, le maire est chargé d'exécutant la présente délibération. Avant de passer au vote, y a-t-il des explications de vote? Pas d'explication de vote. Je mets la délibération voix. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Alors, le 16e point, l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à signer 2 protocoles d'accord transactionnels tenant à l'indemnisation des dommages occasionnés sur des véhicules de Madame X et Y. Madame San Mohamed, s'il vous plaît. Madame X a subi des dégâts mécaniques sur la roue avant droite de son véhicule suite à un passage dans un nid de poule se trouvant sur la rue des Pandanus. L'intéressé a fourni des factures justificatives pour la réparation du train avant droit et le remplacement du pneu, dont le montant cumulé s'élève à la somme de 48 674 francs. Monsieur Y a subi des dommages mécaniques et de pneumatiques sur son véhicule suite au passage dans un nid de poule se trouvant sur la route de Prony. Le montant des réparations s'élève à plus de 135 000 francs. L'intéressé a sollicité son assurance pour la prise en charge intégrale des dégâts de son véhicule. Conformément aux termes de sa police d'assurance, l'intéressé reste assujetti au paiement d'une franchise de 84 300 francs qu'il demande à la collectivité de prendre en charge. Après contrôle et vérification sur site par la DSTP, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, un protocole d'accord est établi pour chacun d'entre
outre, ce protocole a pour objet de prévenir toute contestation à naître entre la commune du Mont-d'Or et la personne concernée, tenant à l'engagement et de la responsabilité de la commune aux dommages subis par les intéressés. Donc la collectivité s'engagera à payer pour Madame X les frais de réparation correspondant au montant des dégâts subis sur son véhicule et le remplacement d'un pneu, et pour Monsieur Y le montant de la franchise de sa police d'assurance. En contrepartie, les intéressés renonceront à tout droit, action, prétention et recours en responsabilité à l'encontre de la commune. Il est ainsi proposé d'habiliter Monsieur le maire à signer les 2 protocoles d'accord qui sont annexés au projet de délibération. Lors de la commission des finances qui s'est réunie le 18 octobre, Monsieur Cartigeni met à disposition des membres de la commission les dossiers relatifs au protocole d'accord transactionnel et communique les noms des personnes concernées. Madame Julie indique que, comme par hasard, au moment où les documents sont anonymisés, une élue est concernée. Monsieur Cartigeni répond pas que l'anonymisation des documents n'a rien à voir avec le fait qu'une élue soit concernée. En effet, il rappelle qu'il s'agit de se conformer aux règles de RGPD et que c'est sur le conseil du délégué à la protection des données de la ville que l'administration a anonymisé les données à caractère personnel afin de protéger les droits des administrés et de ne pas porter atteinte à leur liberté. Même si une élue est concernée, l'administration traite toutes les demandes de remboursement de la même manière et en aucun cas les dossiers sont sélectionnés. Monsieur le banquier rappelle également que lors d'un précédent conseil municipal, celui du 24 août, les documents étaient déjà anonymisés. Madame Julier demande alors l'identité de ces personnes. Monsieur Cartigeni répond que cette information lui sera communiquée. Madame Julier indique que ce n'est pas normal et certainement pas légal de rembourser une élue. Il doit exister des assurances d'élus pour ce type de cas. Elle demande de vérifier la réglementation à ce sujet. Monsieur Cartigeni répond que les dégâts subis par l'élu n'étaient pas en rapport avec l'exercice de ses fonctions d'élu. Sa demande est donc traitée comme celle d'un usager de la route. Il ajoute que les services de la subdivision administrative sud disposera de toutes les informations pour contrôler la légalité de la délibération. La ville ne peut pas traiter cette demande différemment sous prétexte qu'il s'agit d'une élue. Madame Julie trouve quand même bizarre que l'anonymisation des documents intervienne au moment où une élue est concernée. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mont-d'Or s'est abstenu de donner son avis. Merci. Alors, vous savez, Madame Julier, je me serais bien passé de l'anonymisation des données, parce que je peux vous dire que entre nous et les autres collectivités, c'est un peu compliqué à gérer. Mais bon, il faut respecter la loi. Tous les jours, on nous invente un truc nouveau. Moi, je veux bien. Après, moi, je ne trouve pas en quoi c'est amoral qu'un élu, qui est aussi un administré, qui reçoit un dommage, quel qu'il soit, il y en avait un, quelques années, a pris un arbre sur le toit de sa voiture, un arbre sur le domaine public, puis on lui dit, ben, t'es élu, tu ne te fais pas rembourser. Enfin, c'est bien, mais moi, je ne me paierai pas le luxe de perdre ma bagnole et puis qu'on ne me rembourse pas quand même. Donc, le directeur, enfin, le chef de service, il n'est pas là administratif, je lui aurais demandé d'expliquer comment il procède, parce que c'est lui tout seul qui reçoit, c'est lui qui a la relation avec l'assurance, c'est lui qui va vérifier, qui fait vérifier par les services techniques, qui vérifie les témoignages, parce que derrière, il y a forcément des témoignages parce que, évidemment, c'est pas d'avoir un trou, puis 6 mois après, venir pour dire ma voiture est tombée dans le trou à cet endroit-là. C'est bien qu'il faut avoir des témoins et des éléments. Donc, moi, je veux bien entendre plein de choses, mais pas celles que c'est bizarre, faire comprendre ou faire croire qu'on essaye de favoriser un élu ou on essaye de favoriser telle ou telle personne. C'est pas mon style et ça le sera jamais. Donc maintenant, si vous pensez que c'est illégal, comme vous le dites, ça peut être illégal, c'est certainement pas légal. Donc je vous invite, vous et votre groupe, à porter plainte contre la mairie, contre le maire, qui va imposer cette dépense au conseil. Voilà. Donc, y a-t-il des interventions sur cette délibération? Oui, Madame Julier. Alors, je sais que bon, c'est toujours très compliqué de faire les comptes rendus de commission, et puis voilà, je sais que ça demande beaucoup de travail aux juristes qui rédigent ces comptes rendus, mais j'aimerais que soient reportés exactement les propos que j'ai tenus, puisqu'on a les enregistrements, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Voilà, j'ai jamais dit que c'était pas légal et que c'était pas normal.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que ce qui n'était pas normal, c'est qu'on ne soit pas mis au courant de quelles étaient les personnes qu'on remboursait, parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui demande un protocole transactionnel, il faut qu'il accepte de ne pas être anonyme, puisque c'est de l'argent public. Donc c'est normal que le contribuable sache comment a été utilisé son argent. Voilà. Parce que là, les remboursements que nous allons faire, c'est quand même de l'argent des Calédoniens qu'on utilise pour rembourser quelqu'un. J'ai pas de problème avec l'acte en lui-même. J'ai pas. D'ailleurs, je vous rappelle que jusqu'à présent, ça fait 3 ans qu'on siège ici, on s'est jamais opposé à aucun remboursement, à aucun protocole transactionnel. On a toujours examiné les dossiers en commission et on n'a jamais émis d'objection. Donc ma remarque, c'est pas du tout celle-là. J'ai jamais dit que c'était pas légal de rembourser une. D'ailleurs, je ne vais pas dire qui, puisqu'on va rester dans l'anonymat. Je ne vais même pas dire une élue. Non, mais si, de toute façon, vous l'avez mis dans le compte-rendu. Non, j'ai juste dit que c'était le fait que ce soit anonyme qui, pour moi, n'était pas normal, parce qu'on utilisait des fonds publics. Et après, s'agissant des élus, j'ai dit que dans le règlement intérieur, il y avait des dispositions pour rembourser les élus quand ils avaient des accidents, donc de ce type-là, qu'il y avait des dispositions qui étaient prévues, et j'ai demandé pourquoi on ne passait pas par nos assurances, puisque en tant qu'élu, nous sommes assurés. Ce à quoi on m'a répondu que l'accident ne s'était pas produit pendant un trajet où la personne en question venait à une réunion ou à une commission. Mais en aucun cas, je n'ai dit ça, donc merci de corriger ces propos et remettre exactement, selon l'enregistrement, ce que j'ai dit. Donc j'en profite pour demander au service administratif de bien écouter les cassettes. Mais en tous les cas, on a les cassettes, donc tout ça, ça pourrait être écouté. Je ne vais pas faire une polémique, mais je veux dire, on peut pas. Moi, je peux pas. Il y a des choses que vous savez comment je suis. Hein, c'est ici, il y a une majorité, une opposition. On peut dire un certain nombre de choses, mais je ne laisserai pas accuser un élu, je ne laisserai pas accuser un service. Moi, vous savez, j'essaye de faire au plus juste. Alors moi, je ne sais pas si en tant qu'élu, j'aurais été me faire rembourser, je ne sais plus combien c'est, 50 000 balles, mais en même temps, je ne vois pas pourquoi. Enfin, on n'a pas à faire de cadeaux à tout le monde, on est comme tout le monde, je veux dire, c'est pas simple aujourd'hui. Et il ne faut pas jeter l'opprobre sur les élus parce qu'on est déjà suffisamment sali. C'est déjà suffisamment dur d'être un élu. Donc j'invite, voilà, les uns les autres, c'est clos, le sujet est clos, mais en tous les cas, faisons attention à ce qu'on dit, parce que ici, il n'y a pas de gens malhonnêtes. C'est les services qui instruisent. Moi, j'instruis rien, c'est pas moi qui dis allez-y, allez-y, ne pas aller. C'est M. Kemseng qui est chef du service administratif, c'est lui qui reçoit les courriers, c'est lui qui va voir les assurances, c'est lui qui vérifie avec les services techniques que les conditions sont bien réunies, pour que la ville soit... vous savez qu'on est notre propre assureur, hein, on n'a pas d'assureur sur ce genre de petits dégâts. Voilà, enfin, bref, je voulais le dire de façon très sobre et très simple. Non, mais moi je vais vous redire aussi les choses de façon très simple. Je n'ai jamais tenu ces propos en commission, je n'ai jamais dit que ce n'était pas légal de rembourser une élue. Je le rappelle, j'ai juste dit qu'on utilisait de l'argent public des Calédoniens pour rembourser ce type de protocole transactionnel et qu'on n'était pas d'accord avec le fait que ce ne soit pas transparent parce que les gens ont le droit de savoir ce qu'on a fait avec leur argent. Ça n'a rien à voir avec le statut de la personne. Donc, merci de ne pas... de ne pas dire ce genre de choses ou de laisser supposer ce genre de choses. Je vous invite à réécouter les enregistrements. Monsieur Gartegeni, ajouter. Oui, je voulais intervenir sur la transparence des débats, sur les documents qui sont communiqués. Et donc oui, les commissaires, lors des commissions, ont accès à l'identité des personnes pour lesquelles on va verser. Ils ont accès à l'ensemble des documents, d'ailleurs, lors de la dernière commission des finances. Vous avez reçu, vous les avez demandés, vous les avez eus. Donc, mais par contre,
et ça c'est la loi qui nous l'impose. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas communiquer des données personnelles publiquement, car les séances du conseil municipal sont publiques. Vous voyez, il y a un enregistrement, c'est diffusé sur Internet, bref, c'est public. Et de surcroît, dans ce cas de figure où on accorde soit une subvention, soit comme là, un protocole transactionnel à une personne, le sujet a été porté par une sénatrice donc au Sénat, c'est ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, et une réponse a été faite par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour confirmer que oui, on doit anonymiser les documents qui sont publiés, qui sont rendus publics. Voilà, donc comme le dit Monsieur le maire, on vous communiquera à vous conseiller ces éléments, ça vous permettra d'avoir une totale connaissance de ce qu'on fait. À cela s'ajoute, je vous le disais tout à l'heure, le code des relations entre le public et l'administration qui prévoit les cas très précis, et donc il y a une dizaine de cas dans lesquels on peut, bien que ce soit des données personnelles, communiquer ces informations publiquement. Mais ce sont des cas très limités. Donc tout à l'heure, on en avait un, c'était l'information du public relatif en matière d'urbanisme. Voilà, c'était le cas que vous évoquiez tout à l'heure. C'est la huitième dérogation à l'article en question. Donc tout ça, c'est les éléments que vous aurez. Et vous verrez bien que c'est vraiment... Pour nous, c'est plus contraignant. C'est bien sûr plus évident, plus facile de tout livrer. Mais non, c'est une gesticulation qu'il faut faire. Et il faut se souvenir pourquoi on l'a fait. On fait tout ça, c'est pour le respect des libertés publiques. Donc c'est un des principes les plus forts du droit français. S'il n'y a pas d'autres... Oui, madame. Nous avons eu le débat au dernier conseil municipal. Nous avons demandé à voir les bases juridiques sur lesquelles vous vous étiez basé pour anonymer. Nous n'avons eu aucun document de transmis. C'est bien, il y a une question d'une sénatrice, il y a peut-être des articles de loi, c'est très bien. Peut-être que si vous nous les aviez communiqués en amont, on aurait évité d'avoir encore le débat lors de la dernière commission et de l'avoir encore ce soir. Donc on est très content d'apprendre que vous avez fait vos recherches, que vous avez trouvé vos arguments juridiques et que vous allez nous les communiquer. Voilà. Il n'y a pas d'autres... Je vous lis la délibération. Donc, en militant, le maire a signé 2 protocoles d'accord transactionnels tenant à l'indemnisation des dommages occasionnés sur des véhicules de Madame X et de Monsieur Y. Donc, ces protocoles, ils sont annexés pour prévenir toute contestation. Donc, le maire donc, est bien habilité à signer avec ces 2 personnes 2 protocoles d'accord transactionnels pour prévenir toute contestation à naître sur la responsabilité de la commune du Mont-d'Or pour les dommages occasionnés sur leurs véhicules. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Nous allons passer à l'habilitation du maire à signer un protocole d'accord transactionnel tenant à l'indemnisation des frais de traitement de l'opposition administrative à l'encontre de Monsieur Z. Voilà, il y en a beaucoup dans ce conseil. Madame Sad Mohamed. Monsieur Z a obtenu une autorisation de construire une habitation sur le Mont-d'Or. En 2020, il habitait alors à une adresse sur Nouméa. Entre la délivrance de l'autorisation de construire le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux en juillet 2022, Monsieur Z a emménagé dans la villa construite. Monsieur Z avait mentionné sur cette déclaration sa nouvelle adresse au Mont-d'Or. Suite à la réception de la déclaration, un titre de recette avait été émis en août 2022 pour le recouvrement de la TCA. Ce titre de recette avait été envoyé à son adresse de Nouméa et M. Z ne l'avait donc pas reçu. Un commandement de payer a ensuite été envoyé par la TPS en novembre 2022 à l'adresse de Nouméa que M. Z n'a pas reçu non plus. Enfin, en mars 2023, une opposition administrative a été mise en œuvre auprès de sa banque avec frais de traitement pour le recouvrement de la somme due.
Si M. Z ne conteste pas être redevable du montant de la TCA, il demande le remboursement des frais de traitement de l'opposition administrative d'un montant de 18 094 francs. M. Z ayant justifié avoir communiqué sa nouvelle adresse à l'administration lors du dépôt de sa déclaration, il est proposé un protocole d'accord transactionnel pour que la collectivité rembourse à M. Z les frais de traitement de l'opposition administrative facturés par sa banque. En contrepartie, l'intéressé renoncera à tout droit, action, prétention et recours à responsabilité à l'encontre de la commune. Il a ainsi proposé au conseil municipal d'habiliter M. le maire à signer le protocole d'accord. Lors de la commission des finances, il n'y a pas eu de débat ni de remarques. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mondor s'est abstenu de donner son avis. Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vous lis la délibération qui habilite le maire à signer donc un protocole d'accord transactionnel tenant à l'indemnisation des frais de traitement de l'opposition administrative à l'encontre de M. Z, pour prévenir donc toute contestation annette sur la responsabilité sur la commune de Mondor. Donc le maire est donc bien habilité à signer cette convention. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du conseil. La dernière délibération concerne la composition des commissions municipales. Si vous le permettez, on le fera sans faire le vote à main levée, si ça vous convient. C'était simplement suite... donc le 22 janvier 2023, le conseil municipal a désigné M. Baudry en qualité de membre de la commission en remplacement de M. Guépi. Le 2 octobre, Michel Baudry a reçu délégation du maire dans le domaine de la sécurité, devenant ainsi adjoint référent de la commission. Il convient par conséquent de nommer Mme Catherine Griveau-Bock en remplacement de M. Baudry en qualité de membre de la commission. Par souci de clarté, il est proposé au Conseil d'adopter une délibération reprenant l'ensemble de toutes les modifications qui avaient été apportées sur la composition des commissions municipales depuis 2020 et d'abroger les délibs 43 2020, 73 2021, 6 2022 et 35 2023. Je vous lis juste les changements. Je vous lis d'ailleurs, s'il n'y a pas d'intervention, je vous lis directement la délibération. Dans son article 1er, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, décide de lever le vote à scrutin secret pour désigner les membres des commissions municipales dont le maire est président de droit. Article 2, il est créé au sein du conseil municipal les commissions permanentes composées de la manière suivante. Donc la commission chargée de l'environnement, de la jeunesse et de la prévention et de l'insertion. Donc, il proposait Olivier Berthelot. La commission chargée de l'hygiène publique, de la sécurité des biens et des personnes, de la cause animale. Peut-être je vais faire par commission. Donc, ça vous convient, M. Berthelot? Pas d'opposition. La commission chargée de l'hygiène publique, de la sécurité des biens et des personnes et de la cause animale. Donc, Mme Catherine Griveau-Bock. Pas d'opposition. Adopté. Commission chargée de l'action sociale, des violences intrafamiliales, les seniors du handicap et du logement sans changement. La commission chargée de la condition féminine, donc rajouter Mme Catherine Griveau-Bock, pas d'opposition. La commission chargée de la culture, Mme Catherine Griveau-Bock, pas d'opposition. Commission chargée des sports sans changement. La commission chargée de l'aménagement du territoire, du transport, du cadre de vie, de l'environnement, donc rajouter Mme Catherine Griveau-Bock et préciser Mme Rusmaïni San-Mohamed, pas d'opposition. Et enfin, la commission chargée des finances, de l'administration générale et des développements économiques et numériques, sans changement. L'article 3, les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur du conseil municipal. Article 4, la présente délibération abroge les délibérations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Article 4, article 5, article de recours. Article 6, article d'exécution. Je mets la délibération au vote dans son ensemble. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Je crois qu'on est arrivé à la fin de l'ordre du jour. Je vous remercie. Je vous rappelle juste que le prochain Conseil, c'est le 1er décembre. Il y aura les illuminations qui débuteront, je crois, le 14 décembre. Le 1er décembre sont les illuminations, pardon. Mon cerveau a les illuminations de Noël. Il va y avoir le feu vert dans la cour de la mairie.
Et puis je crois qu'on vous donnera, le programme de tout ce qui se fera, le village de Noël, marché de Noël, et puis ce qu'il y a. Voilà, merci à vous tous et bonne soirée.